La dépression, pour moi, c'était vraiment de tomber dans le désespoir. Assez rapidement, on se dit que quand on était bien, c'était une illusion et que c'est pas la réalité et que la réalité, c'est la dépression. Et qu'en fait, cette réalité, elle va rester et qu'on ne pourra pas s'en sortir. Un jour sans angoisse, je connais pas. Après, c'est une question d'intensité. Il n'y a pas, disons, un moment favorable où je pourrais, disons, échapper aux angoisses. C'est comme s'il y avait quelque chose qui s'était enrayé, un mécanisme qui s'était enrayé dans mon cerveau. La dépression, ça fait mal. Moi, j'avais mal. Puis ce qui est terrible, c'est qu'on peut pas se dire j'ai mal au genou, j'ai mal à la jambe, ou j'ai mal, on m'a coupé le doigt, j'ai mal au doigt. J'avais mal au cœur, partout. C'est un espèce de grand mal qui envahit peut-être tout le corps. La détresse, c'est le mot qui va parce que c'est... Vous savez plus quoi faire avec vous-même. Moi, je dirais presque la vie qui s'en va, quoi. C'est l'intérieur de soi qui meurt à petit feu. Oui, c'est une maladie terrible. Terrible. Et c'est une vraie maladie. L'impression de tomber dans un gouffre, de se faire aspirer par le néant, parfois comme ça, sans raison. Le sentiment de se retrouver emmuré, prisonnier d'un univers stérile où il ne se passe rien, à part la douleur. Difficile d'expliquer la dépression. Un trouble mental pourtant très répandu, qui selon l'OMS toucherait plus de 300 millions de personnes dans le monde. Ce serait même aujourd'hui la première cause d'incapacité. Au cours de sa vie, une personne sur 5 connaîtra un épisode dépressif. Personne n'est à l'abri, mais pour de multiples raisons, les femmes sont 2 fois plus touchées que les hommes. Quand j'étais en dépression, je trouvais que plus rien n'avait de sens et que plus rien n'avait de relief. Enfin, toutes les conversations ou les activités avaient la même valeur et plus rien donne de plaisir. C'est un peu comme un monde en noir et blanc? Non, parce que le noir et blanc, c'est joli et il y a beaucoup de contrastes. Et justement, c'est qu'il n'y a plus de contrastes. C'est comme si on avait un filtre et qu'on voyait à peine, on distinguait à peine des ombres sur l'image. Aurélie avait 26 ans lorsqu'elle s'est enfoncée dans la dépression. Elle, l'étudiante modèle à la vie sociale bien remplie. Elle, la sportive, adepte de natation et de plongée, de randonnée et de course à pied, s'est retrouvée un jour, immobile, presque en apnée. Pendant quelques semaines, quand j'étais au pire moment de la dépression, j'arrivais pas à me lever le matin. Et après, j'arrivais même pas à me lever du tout de la journée. Je me souviens qu'il y avait un magasin juste en bas de chez moi qui fermait à 18h30 et à des moments, j'avais comme l'instinct de me dire qu'il fallait que j'arrive à aller acheter un tout petit truc comme 1 litre de lait ou une bouteille d'eau. Et c'était mon objectif de la journée. Certains jours, j'y arrivais, d'autres, j'y arrivais pas. Plus aucun plaisir à voir des amis, à se distraire. Dans certains cas comme Aurélie, incapable de se doucher, de se lever. Et ça, sans handicap visible. Les dépressifs se heurtent alors à l'incompréhension de leur entourage. Yaka, bouge-toi, mais tu pourrais au moins faire un effort. Beaucoup de gens pensent encore que tout est une question de volonté.
Ouais, si seulement c'était le cas. Non, non, c'est absolument pas une question de volonté. La dépression, c'est une maladie, au sens médical du terme. Ça n'a pas grand-chose à voir avec le tempérament ou la personnalité des gens. Si on veut résumer, on peut parler d'un dérèglement chimique du cerveau. Ça reste encore en très grande partie assez mystérieux. Une des théories les plus couramment admises, c'est quand même la question du déséquilibre au niveau des neurotransmetteurs, et notamment à travers de 3 neurotransmetteurs importants, donc la sérotonine, et puis la noradrénaline et la dopamine, qui auraient aussi une action, en tout cas dont le déséquilibre pourrait engendrer une symptomatologie dépressive. Cette spécialiste de la dépression au HUG observe chez tous ses patients des symptômes d'abord psychologiques. Une tristesse envahissante, comme un sentiment de vide, souvent accompagné d'anxiété, de fortes angoisses, liées à une dévalorisation et une culpabilité excessive. Mais aussi des symptômes physiques, une immense fatigue, doublée de troubles du sommeil ou de l'appétit. En plus de cette dimension de tristesse, de ces troubles physiques, il y a aussi un retentissement cognitif important, où les gens ont des difficultés à se concentrer, ils ont du mal à discuter tout simplement, à lire, parfois même à suivre des émissions ou un film à la télévision. Ils ont aussi des problèmes de mémoire. Et puis ils le disent, l'impression que les idées vont très doucement, que ça s'enchaîne pas, ou l'impression d'avoir la tête vide. Donc c'est vraiment ces 3 éléments qui permettent de poser le diagnostic de dépression. J'avais pas tellement l'impression que mon cerveau tournait au ralenti. Il n'était pas ralenti, mais c'est comme s'il perdait des fonctions ou des capacités petit à petit. On se rend compte à quel point ça va loin, parce que en quelques mois, on n'arrive plus à comprendre une publicité à la radio. Enfin, ça fait pas de sens. Le cerveau, il est vraiment, je pense, malade. Enfin, il marche plus trop bien. À un moment, je pouvais plus parler et je comprenais plus les conversations. Je comprenais les mots, je savais que je les connaissais, mais j'arrivais pas à les lier et à comprendre le sens de la conversation. Alors j'étais assise et les gens ils parlaient et voilà. So what we will expect to see is that the one will contact very strong this region. Aurélie est pourtant ce que l'on appelle un cerveau. Prix Arditi de l'Université de Genève, aujourd'hui doctorante en biologie génétique, elle a intégré ce laboratoire de recherche sur le génome 3 mois à peine après sa dépression, sans être complètement rétablie. Elle se souvient encore de ses stratégies pour pallier à ses troubles de concentration et de mémoire. Au départ, mon travail, personne ne savait que j'avais été malade, ça se voyait pas. Ils devaient se dire que j'étais juste une étudiante très studieuse qui prenait énormément de notes, mais pas forcément que j'avais été malade. La dépression, une maladie invisible et qui adore se cacher parfois sournoisement derrière des troubles physiques. Maux de dos, de tête, fatigue, vertige, insomnie. Professeur de latin désormais à temps partiel, Patrick traîne une dépression devenue chronique, faute d'avoir été diagnostiqué suffisamment tôt. On estime d'ailleurs que les médecins généralistes passent à côté d'une dépression sur 2. C'est une dépression qui est venue peu à peu, comme ça, qui s'est insidieusement installée depuis l'âge de 32-33 ans. J'ai eu ces insomnies. Et puis ensuite, quelques années plus tard, j'ai eu des problèmes récurrents de nuque et de dos. Et des moments de fatigue qui sont arrivés. Il a fallu quand même que j'attende qu'il y ait un diagnostic qui soit posé. Et ça, c'était en 2005. Donc effectivement, il y a eu une bonne dizaine d'années avant 2005, avant que je sois tout à fait conscient d'être dans une dépression.
pas toujours évident pour un généraliste de diagnostiquer une dépression, surtout lorsqu'aucun événement traumatisant dans l'actualité de son patient ne vient lui mettre la puce à l'oreille. Ce n'est que plus tard, grâce à une psychothérapie, que Patrick prendra conscience des événements de son passé qui ont pu le fragiliser. Je pense que dans ma vie, j'ai eu divers stress émotionnels. Mais c'est le cumul de tous ces petits, moyens ou gros stress émotionnels qui ont fait que, au bout d'un moment, je pense que c'était trop et puis que l'organisme ne pouvait plus supporter. Le plus souvent, la maladie se déclenche suite à un événement stressant dû à une perte au sens large. Un deuil, un divorce, un licenciement, mais aussi parfois un déménagement, une naissance, voire un mariage ou une promotion. Autant d'événements qui exigent une certaine capacité d'adaptation. Mais comme dans le cas de Patrick, il existe d'autres facteurs qui favorisent la dépression. On n'a pas pu isoler un seul gène, il n'y a pas le gène de la dépression, donc il y a probablement plusieurs gènes qui sont impliqués. Et puis associé à cette vulnérabilité génétique, il y a des facteurs environnementaux qui vont arriver et finalement qui vont faire qu'à un moment, la maladie va s'exprimer. Après, il y a à la fois des événements de vie très précoces, avec des traumatismes de l'enfance, etc., qui peuvent déjà commencer à fragiliser la personne. Et puis après, ça peut être des événements de vie à l'âge adulte difficiles, douloureux, qui peuvent induire un tableau dépressif. J'étais un enfant sensible et j'étais un enfant d'une immense timidité. J'avais une peur terrible de m'exprimer. Et j'ai eu effectivement un épisode une fois avec un professeur qui a été, je pense, assez fort pour moi. C'est le moment où un professeur a improvisé quelque chose devant la classe. Il s'est mis à faire le portrait de tous les élèves de la classe, les uns après les autres. Et quand il est arrivé sur moi, il m'a dit sur Patrick, je n'ai rien à dire. Et pour moi, ça a été violent, un moment difficile. Je suis tombée amoureuse, puis alors je suis tombée de haut, de très 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 haut. Évidemment, plus on tombe de haut, plus ça fait mal. Et moi, ça a fait vraiment vlouf. De raide dingue amoureuse, j'étais plus que dingue, ça. Le facteur déclencheur, c'est une rupture amoureuse. C'est un gros chagrin qui fait que tout d'un coup, on perd pied. Il y a un truc qui se passe et puis c'est perdre pied. Je crois que c'est vraiment le terme qui définit ça. Justement, on sait plus. Et puis il y a tout, on peut plus. Il y a tout qui s'écroule. Et puis c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est ce qui fait que tout d'un coup, on peut plus. Ça marche plus. Il y a plus rien. Une histoire banale, presque un cas d'école. L'humoriste Brigitte Rosset a 39 ans lorsqu'elle est larguée par le nouvel homme de sa vie. Une rupture qui l'a fait basculer dans la dépression, au point que sa sœur la fera hospitaliser d'urgence dans une clinique psychiatrique. Vous avez passé plusieurs semaines en clinique. Avant ça, les psys, c'était pas vraiment votre univers. Ah mais les psys, pas du tout. J'avais jamais été voir un psy de ma vie, puis je n'en voyais pas l'utilité. Ouais, c'était vraiment pas du tout mon univers. On va aller voir le docteur. Panique totale. Moi, j'avais jamais vu de psy. Alors, on m'avait raconté, les copines, ça, mais moi, jamais. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais lui dire? Comment ça va se passer? En plus, il s'appelait Maillet, le psy Maillet. Tant qu'on n'est pas confronté à ça, ou par quelqu'un de proche, ou à cause de soi-même, par soi-même, on évite ça. On peut ne pas le voir. Tout d'un coup, là, c'est bienvenue dans le monde merveilleux de la psychiatrie, quoi. Il y a un truc qui est un monde parallèle comme ça. Un monde parallèle difficile à oublier. La comédienne en fera d'ailleurs un spectacle. Et malgré la distance et le temps qui passe, malgré la scène, les rires et l'autodérision, Brigitte Rosset se souvient encore parfaitement de la douleur et des idées noires.
Est-ce que vous avez eu envie de mourir? Oui, j'ai eu envie de mourir, ouais. Et c'est la preuve qu'on va très très mal. Enfin, je veux dire qu'il y a plus de... J'ai des enfants, j'ai 3 enfants, et tout d'un coup, la seule solution pour arrêter ce mal, c'est d'arrêter de vivre. Aujourd'hui, je me dis, mais c'est horrible, comment j'ai pu imaginer ça? Mais sur le moment, il n'y a que soi, on est penché sur soi, on pense qu'à soi, et puis on veut que ça s'arrête, donc il faut tirer la prise. Mourir pour oublier la souffrance. Il y a 4 ans, Jacqueline plongeait pour la 2e fois de sa vie dans une dépression dite mélancolique, la forme la plus sévère. La faute à une succession d'événements. Une opération de la cheville qui tourne mal, les douleurs qui empirent, les insomnies, et pour couronner le tout, un licenciement. Voilà, perdre son travail, perdre son travail, et voilà, c'est difficile. C'est vraiment quelque chose de difficile, surtout à la 50aine passée. C'est vraiment difficile. Suite à une tentative de suicide, la justice prononce un PLAFA, un placement à des fins d'assistance. Entre 2 séjours à l'hôpital, Jacqueline vit depuis en foyer psychiatrique, avec pour seule perspective le néant. Chaque matin, quand on se lève, on se dit ça va de nouveau être une journée horrible, où il n'y a que des angoisses, et pas de plaisir, ni pour la nourriture, ni pour les beaux paysages. Voilà. Et c'est juste l'impression d'être un peu morte à l'intérieur. Vous n'avez plus aucune envie, vous n'avez plus aucune estime de vous. J'ai eu des nuits d'épouvante, vraiment, où je me réveillais toute mouillée, avec en tournant en rond dans ma chambre. Et puis, vous êtes envahi, enfin moi, pour moi, j'étais envahie d'angoisse. De toutes sortes, tout était de ma faute, complètement persécutée. Et la vie devenait insupportable. Fugue, multiples tentatives de suicide, automutilation. Pendant 4 ans, tout est bon pour tenter d'échapper à l'enfer de la maladie. Je me faisais du mal pour changer la douleur de place. Parce que ma douleur psychique était tellement forte que je me disais, en me faisant du mal ailleurs, j'aurais une douleur différente. Aujourd'hui, à 62 ans, Jacqueline se sent mieux. Elle attend que le juge lève son placement et l'autorise à quitter le foyer psychiatrique. Elle est impatiente de rentrer à la maison, impatiente de retrouver son mari. À m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, et regarder les gens tant qu'il y en a. Te parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra, en serrant dans ma main tes petits doigts. Puis donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pied pour de faux. Et entendre ton rire qui lézarde les murs, qui sait surtout guérir les blessures. La dépression, ça fait mal et on peut en mourir. C'est même la première cause de suicide. Les idées noires sont inhérentes à la maladie, même si seule une minorité de dépressifs tente le passage à l'acte. On estime pourtant que 15% des patients souffrant de dépression sévère mettront fin à leur jour.
Alexis était quelqu'un de jovial, social. Il faisait partie de plein de sociétés. Du coup, personne n'a rien vu. C'est comme s'il avait une autre facette. Il portait vraiment un masque à l'extérieur. Il se cachait pas devant moi. Il venait pleurer chez moi. Et je l'ai vu sombrer. Il y a 3 ans, Yolande assistait impuissante au naufrage d'Alexis. Il avait 35 ans. Alexis, son ami de cœur, son confident, mais aussi son ancien compagnon et le père de sa petite Noéline. Je lui ai demandé un jour s'il voulait se suicider. Il m'a dit que non, parce qu'il avait une fille. Et 1 mois après, il s'est suicidé. Ça ne l'a pas empêché. Je pense qu'il est arrivé au bout. Il n'a pas trouvé d'autre solution. Œnologue et vigneron, Alexis avait dû reprendre prématurément la cave familiale à la mort de son père. Une responsabilité trop lourde pour lui, malgré l'aide de son frère. C'était une vieille cave. Il fallait innover, rénover, vendre du vin, faire des prospections, beaucoup. Et il y avait toute cette paperasse qu'il ne connaissait pas, les charges sociales. Et tout ça, ça cogite dans sa tête. Il pleurait beaucoup. Et il disait qu'il n'aimait pas sa vie, qu'il n'était pas à sa place. C'est dur d'essayer de tirer quelqu'un en haut quand il veut pas. Alex, il ne voulait pas voir de psychologue ou de psychiatre. Il disait que ça allait aller. Comme il disait, ça va d'aller. Ici en Valais, c'est très prononcé quand même. Les hommes sont fiers. C'est un homme de terre, donc de la campagne. La honte de ne pas avoir réussi ou de rater quelque chose. C'est pas bien d'être dépressif. C'est une faiblesse. Alex, il se disait pas dépressif d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il disait? Oh, que c'était un mal-être et puis que ça allait passer. Casser le tabou et libérer la parole. C'est le combat de Jean-René Roch depuis le suicide de son fils. Il y a 17 ans, il crée l'association Par Pas pour la prévention du suicide, avec une permanence téléphonique à l'écoute de ceux qui auraient des idées noires. Dans ce Valais où le taux de suicide est plus élevé qu'à Genève, on a encore de la peine à parler de sa dépression. Dans le cas de mon fils, le seul reproche que je pourrais lui faire et que je ne lui fais pas, c'est qu'il a voulu s'en sortir seul. Et ça, quelque part, c'est mission impossible. Mais il n'y a pas qu'en Valais que certains tentent d'affronter seuls cette maladie qu'est la dépression. Honte, préjugés, les troubles mentaux font peur, y compris à ceux qui en souffrent. Actuellement, le plus gros problème par rapport à la dépression, c'est pas tellement la question des traitements, etc. C'est plus l'accès à la prise en charge. On a encore beaucoup de personnes qui n'osent pas aller consulter, qui n'osent pas aller voir un psychiatre, avec toute la stigmatisation qui est toujours présente en lien avec la maladie psychique, avec cette idée de « non mais la dépression, enfin voilà, remue-toi les fesses et ça ira bien ». Donc finalement, c'est un des gros problèmes encore à l'heure actuelle, c'est toutes les mauvaises représentations qu'on peut avoir autour de la dépression. Une dépression mal soignée peut conduire au suicide. Yolande en sait quelque chose. Le médecin lui a donné des antidépresseurs et il prenait 3 jours, après il allait mieux. Puis quand il allait mieux, il disait bah, j'arrête. Et puis après, à chaque fois qu'il plongeait, il plongeait toujours plus bas. C'est ici qu'une fois par mois, Yolande peut échanger avec des gens qui la comprennent vraiment et qui ne la jugent pas. Pour le papa de ma fille, ça va faire 3 ans dans 10 jours. C'est aussi une date anniversaire qui est difficile. C'est pas facile tous les jours. Non. C'était trop. Elle avait une énergie incroyable jusqu'au moment où... J'ai pas pu aider mon fils.
Mais ce que j'ai fait par rapport à son départ, c'est très gratifiant. Quand je vois des personnes qui viennent au groupe de parole ou des appelants à la ligne téléphonique qui sont mieux après une conversation, je me dis, ben voilà, sa mort n'a pas été inutile. C'est surtout ça que je mets en compte. Où vous en êtes, vous? J'élève seule ma fille. C'est toujours... Ouais, on avait plein d'idéaux quand même, avec Alexis, de comment on allait l'éduquer. Ben là, je suis seule. Refaire une autre vie. Ouais. J'aime bien, toi, t'as une parole, tu dis, je fais pas avec. Je fais sans. Je fais sans, hein. Oui. Je fais sans. Est-ce que tu arrives à reconstruire? Où tu en es, toi? Alors, il y a des périodes, ça va. C'est toujours en haut, en bas. Toujours. Il y a toujours des moments de doute aussi. Faire sans et continuer à avancer, Yolande est bien décidée à s'accrocher. Ma fille me donne confiance. La voir grandir, s'épanouir. Ça donne envie de vivre. Il faut avoir beaucoup de force je pense, pour vivre à côté d'une personne en dépression. Une personne qui manque d'énergie, qui a le moral plutôt en bas. Ben moi, j'ai la chance d'avoir une famille qui comprend. Si j'étais seul, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Hein. Ça aurait été beaucoup plus difficile, en tout cas. C'est en pensant à eux que je me fixe chaque jour l'objectif d'arriver à la fin de la journée. Non, de l'autre machine. Non, c'est des autres capsules. Tu peux toujours mettre les mêmes... Depuis des années, idées noires, angoisse et grosse fatigue conditionnent le quotidien de Patrick. Et bien sûr celui de toute la famille. Moins de loisirs, peu de sorties. Mais cela ne semble pas trop déranger Aurélia et Léo. Peut-être parce qu'ils ont toujours eu un papa dépressif. Ce n'est pas pour eux, mais pour leur père qu'ils s'inquiètent. Le plus dur pour lui, donc, je pense que c'est peut-être simplement gérer le tout, c'est-à-dire gérer son état, ce qu'il peut ressentir, des douleurs, le moral, des choses comme ça. Et du coup, de se rendre compte aussi de l'impact qu'il peut avoir sur les autres. Je pense surtout par rapport à notre famille. Et puis peut-être justement de ressentir, je sais pas, mais peut-être de la culpabilité. Je sais très bien que c'est pas de sa faute s'il a cette maladie. C'est de la faute de personne. C'est les aléas de la vie un petit peu. Ma foi, on n'y peut rien, quoi. C'est comme ça. Et puis je prends juste soin de mon père, quoi. Ça m'étonne pas parce que quand on y voyait. Non, dans le sens. Vite, ou bien Ben, moi, je suis fier de tout ce qu'il fait pour lutter contre la dépression. C'est pas dit que moi j'en serais capable. Donc, ouais, mon père. Qu'est-ce que je pourrais dire? Je suis fier de lui et puis je suis fier qu'il tienne bon. Des fois, la situation est tellement difficile, et la souffrance est tellement grande que je pourrais comprendre qu'on ait envie de baisser les bras. C'est vrai, je pourrais comprendre que mon mari ait envie de baisser les bras. Alors là, c'est ici que je vous parle. C'est vrai qu'au niveau des tripes, je serais très triste, mais en même temps, c'est aussi une réalité. On aimerait que certaines fois, les situations se passent autrement. Et puis, c'est pas le cas. Donc, oui, il y a des moments de colère. Contre lui? Contre la maladie. D'abord, c'était contre lui, mais maintenant que j'ai compris ce que c'était que cette maladie, c'est plus contre la maladie, contre cette impuissance. Il aura fallu une thérapie de couple pour que ces deux-là osent enfin exprimer l'indicible, avec honnêteté et sans complaisance. Les idées suicidaires de Patrick
les peurs de Tania, mais aussi ses frustrations. Des fois, je me dis, mais est-ce que je vais tenir le coup? Est-ce que j'aurai assez de force? Est-ce qu'une fois, ça va pas craquer chez moi aussi? Parce que j'ai pas envie non plus de sacrifier ma vie. Oui, c'est des questions que je me pose. J'aurais un mari qui baisserait les bras, qui aurait plus envie de s'investir pour aller mieux. Ça serait plus difficile. Le problème, c'est que Patrick fait partie de ces 30% de patients résistants aux antidépresseurs. Psychothérapie, ergothérapie, méditation, hypnose, il a tout essayé. Actuellement, il teste un traitement novateur à base de perfusion de kétamine, un anesthésique réputé depuis peu pour ses effets antidépresseurs. Je dois dire que là, ça m'a apporté quelque chose. J'ai incontestablement un peu plus d'énergie qu'avant quand même. Malheureusement, c'est une thérapie qui n'est pas remboursée par les assurances, mais quand on arrive au bout de tout, qu'on a tout essayé, voilà, il ne reste plus que ça. En psychiatrie, on nage beaucoup plus dans le flou. On est très loin d'autres spécialités médicales où on peut faire un test particulier. On va dire, voilà, telle bactérie, tel virus, etc. Avec plusieurs essais d'antidépresseurs, on peut arriver généralement à améliorer 2/3 des situations. Mais il reste toujours une part très importante de patients qui ne vont pas répondre ou qui ne vont pas répondre de façon satisfaisante au traitement conventionnel. Les cas désespérés, le docteur Mal en a fait sa spécialité. Lui pratique une psychiatrie interventionnelle à milieu de la psychanalyse. Perfusion de kétamine, stimulation magnétique transcrânienne et surtout électroconvulsivothérapie, plus connue sous le nom d'électrochoc. Électrochoc, c'est un mot qui fait peur, c'est l'un des principaux problèmes de ce traitement, j'ai envie de dire. C'est un traitement qui, en tant que tel, est extrêmement efficace, beaucoup plus efficace que tous les autres traitements disponibles pour la dépression. Il n'y a absolument rien de comparable, mais la première barrière va toujours être l'image de ce traitement qui est catastrophique. On voit chez Frankenstein, on a vu beaucoup de films, on voyait les personnes sans consentement, réveillées, à qui on administrait des électrochocs. Et c'est vrai que ça a été le cas dans les années 50 et avant, qu'on ne pouvait administrer les électrochocs à fort voltage, sans anesthésie, ou en tout cas des anesthésies légères, et sans le consentement du patient. On ne pratiquait pas les électrochocs de la même manière au début du 19e siècle, au milieu, et à l'heure actuelle, ça a beaucoup évolué. C'est en tant qu'historienne que l'universitaire s'est penchée sur la dépression. Une maladie qui remonte à la nuit des temps, même si cette fatigue d'être soi semble être le mal du siècle. L'histoire de la dépression s'ancre dans une très longue histoire, l'histoire de la mélancolie, qu'on peut faire remonter jusqu'à la médecine grecque antique, la fameuse théorie des humeurs d'Hippocrate, où on attribuait en fait un état de chagrin prolongé, incapacitant, éventuellement très grave, pouvant tourner vers l'envie de mort, à une accumulation de bile noire, d'où le fait que quelque chose de désopilant, c'est quelque chose qui désopile la rate et qui empêche par le rire d'être mélancolique. Depuis l'Antiquité, on a toujours été un petit peu désarmés face aux mélancoliques sévères, donc on a tout essayé véritablement pour traiter avec plus ou moins de succès les personnes qui n'en sortaient pas. On sait ainsi, par exemple, que 80% des personnes qui ont été lobotomisées, donc beaucoup pour la mélancolie, étaient des femmes. Pour les hommes, on a proposé des traitements qui peuvent aller de la ceinture électrique revivifiant par les testicules jusqu'à des choses comme la compression testiculaire, avec cette idée du choc, le traitement par le choc. Les premières fois que je vous en ai parlé, vous m'avez regardé comme si je vous parlais d'une horreur. C'était impressionnant, hein? Oui, je sais bien. Je suis encore fatiguée, je veux dire, je vois que j'ai passé... Se faire traiter par électrochoc, Jacqueline a fini par s'y résoudre. C'est le directeur du foyer de la Pommeraye qui l'a convaincue d'essayer,
presque en désespoir de cause. Mais ce n'était pas gagné d'avance, il a fallu sacrément argumenter. Jacqueline, c'était un puissant fond d'angoisse. C'était quelqu'un qui se dévalorisait en permanence. Elle avait des douleurs extrêmement importantes tout le temps. Elle ne sortait plus de son lit pratiquement. Et c'était extrêmement difficile de pouvoir sortir dehors, faire quelques pas, de pouvoir prendre une douche, de pouvoir venir manger. Donc la vie était devenue impossible. Toutes ces peurs, toutes ces terreurs me donnaient une impression de noirceur. Tout était noir, au propre et au figuré. Et après les 2 premières séances, j'ai dit à l'infirmière, vous savez, j'ai l'impression qu'on va rallumer la lumière. Vous venez, alors comme d'habitude, je vous laisse déposer. Seury, hôpital psychiatrique du CHUV. C'est ici que depuis 3 mois, Jacqueline vient faire ses électrochocs à raison de 2 séances par semaine. Mais à partir d'aujourd'hui, elle devrait pouvoir espacer les séances, voire même les arrêter. On est là pour le time-out. Tout le monde a la feuille de Madame Morier? Oui. Et c'est quelqu'un qui a répondu vraiment très bien au traitement, plutôt rapidement, en quelques séances. C'est un traitement réservé à des situations de dépression résistante ou d'urgence vitale, de suicidalité très importante, d'arrêt d'alimentation totale, etc. On a à peu près 8 patients sur 10 qui vont répondre au traitement. Dans près de la moitié des cas, on va avoir une disparition complète des symptômes dépressifs. Remplissez bien les poumons. Ouais, super. Le principe ? Provoquer chez Jacqueline, plongée brièvement sous anesthésie générale, une crise d'épilepsie contrôlée, ce qui va forcer le cerveau à mettre en place des mécanismes de défense régulateurs. On y va, stimulation. Et voilà. La stimulation électrique va durer tout au plus 8 secondes. Donc c'est quelque chose d'extrêmement court. Au terme de ces 8 secondes, on a une induction d'une crise d'épilepsie qui, elle, va durer entre 30 secondes à 2 minutes. Ce n'est pas du tout un traitement qui provoque des lésions. Au contraire, vous avez certaines zones cérébrales où vous aurez une croissance de neurones et de nouvelles connexions qui étaient perdues en lien avec les atteintes de la dépression. Pas de lésions, mais des effets secondaires temporaires. Troubles de la mémoire, parfois quelques maux de tête. Un peu nauséeuse, Jacqueline repart sur ses 2 jambes et comme toujours, son mari André est à ses côtés. Je ne veux pas prononcer le mot miracle parce que j'aime pas ce terme, mais attendez, je retrouve ma femme là. Je la retrouve dans toute sa splendeur. Ça veut dire l'humour, ça veut dire ça y est, on revient. Regardez, là, vous m'interviewez, j'ai sa main dans ma main, quoi. C'est mon petit bout de chou qui est là. Je la retrouve. Hein. Mais pas question de traiter tous les dépressifs par électrochoc. Cela reste une solution d'urgence. Les antidépresseurs suffisent normalement à réguler le dérèglement chimique du cerveau. C'est d'ailleurs grâce à cette béquille qu'Aurélie a repris goût à la vie. Une renaissance suivie d'une naissance, celle de sa petite Eva, née 3 ans après sa dépression, 3 ans après avoir touché le fond. Il y a un moment, j'étais vidée, j'avais plus de force, plus du tout d'espoir. Comme un peu, je me sentais un légume. Enfin, je savais que mon cœur battait et que je respirais, mais c'était tout. Trouver le bon thérapeute, le bon traitement, c'était vraiment très difficile. J'ai toujours pensé que sans les antidépresseurs, je serais morte. Il y a un moment, quand même, il y a
une molécule qui m'a soutenue pour passer le pire, alors que moi, je pouvais plus. Les traitements antidépresseurs, on ne les recommande pas pour les dépressions d'intensité légère. Par contre, dès qu'une dépression commence à être sur une intensité moyenne, et puis encore plus quand les dépressions sont d'intensité sévère, c'est important de prescrire un traitement antidépresseur. Mais la chimie ne suffit pas. Pas de pilule, sans parole, sans travail psychologique. C'est loin d'être toujours le cas, car 80% des dépressifs sont traités par leur médecin généraliste. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va, merci. Et vous? Après des mois d'errance, de cabinet en ordonnance, c'est au HUG, à l'unité des troubles de l'humeur, qu'Aurélie a trouvé la bonne combinaison entre médication et psychothérapie et guérit sa dépression. Moi, des fois, j'ai un peu des crises d'angoisse ces temps, et pour ça m'a pas mal aidée à faire que soit elles ne viennent pas, soit quand elles commencent, je fais ça, et parfois j'arrive à faire en sorte qu'elles restent petites parce que je me focalise sur autre chose. Mais cet outil-là en particulier, je trouvais qu'il était bien parce que ça m'a aussi... La psychothérapie va aussi avoir une action sur le cerveau, alors d'une manière différente, mais c'est un moyen de jouer sur la plasticité cérébrale, sur les circuits cérébraux. Des éventuels stresseurs, des déclencheurs. Pour des patients, de redonner du sens à leur existence et de mettre des mots sur ce qui leur est arrivé, c'est extrêmement important. La dépression d'Aurélie s'explique en partie par un manque de confiance en elle, résultat peut-être d'une histoire familiale compliquée. La thérapie cognitivo-comportementale lui est une aide précieuse. Mais thérapie familiale ou analytique, psychanalyse, l'essentiel, c'est surtout la qualité de la relation entre le patient et son psy. Il n'y a pas de fatalité, en fait, si on veut et qu'on est endurant et avec un peu de patience, on peut vraiment changer des choses, parce que en plus aujourd'hui c'est très difficile, mais c'est pas si difficile parce qu'on a des outils, on a des médecins, on a des psychologues. Il faut juste avoir envie de pas rester là-dedans, de pas être victime, et je pense que c'est ça, oui, le message. On n'est pas, il y a pas de fatalité. Reste qu'Aurélie n'est pas à l'abri d'une rechute, car les statistiques sont sans pitié. Après une dépression, le risque de rechute est de 50%. Après 2 épisodes dépressifs, on compte 70% de rechute, un chiffre qui grimpe ensuite à 90%. Une perspective angoissante. Que faire pour freiner la spirale infernale ? Psychothérapie, psychanalyse, à chacun sa méthode. Mais une chose est sûre, cela passe forcément par un travail sur soi. Quand j'y repense, quand je me replonge dans les moments les plus sombres, je me dis que j'étais presque plus là, et puis c'est quelque chose que je veux plus jamais vivre. On veut vivre. On veut pas survivre, on veut pas vivre à moitié, ou on veut pas mourir, mais ouais. Quand vous dites presque plus là, ça veut dire que vous aviez envie de mourir? Oui. Oui. Clairement, je me sentais inutile. Et ouais, c'était jusque-là. Ouais. Recentrons toute notre attention sur la respiration. Et appuyons-nous sur cette respiration pour nous ancrer dans le moment présent. Nous sommes à Fribourg, dans un cours de mindfulness, de méditation pleine conscience organisé par des psychothérapeutes. Un programme de prévention de la rechute dépressive reconnu par les caisses maladies. Objectif pour Joël, stopper ces schémas de pensée et ces émotions négatives qui peuvent déclencher la dépression. Une méditation pleine conscience que cette mère de famille pratique aussi chez elle, quotidiennement. Ce qui est sûr, c'est que le cerveau, il n'est pas rigide et fixé une bonne fois pour toutes. De plus, on sait que finalement, le cerveau a une certaine souplesse, il est relativement malléable, et puis que les événements négatifs peuvent le transformer, mais les événements positifs, ou en tout cas
voilà, la psychothérapie, la mindfulness permettent finalement aussi de le remodeler dans le bon sens. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Aujourd'hui, je me sens bien, me sens même très bien. Et je mets ça un peu quand même sur le compte de la pleine conscience. On est moins dans les ruminations et le moteur de l'esprit qui tourne et qui nous fatigue. Et on est plus dans le moment présent. Et ça nous amène à mieux vivre pleinement, ouais. C'est sûr que pour moi, cette dépression, c'était pas que du négatif. Quand on va mal, on doit toucher le fond de la piscine pour pouvoir remonter. Et puis maintenant, je l'ai un peu situé, le fond de la piscine. Je sais plus ou moins où il est. J'ai appris à me connaître. Je me suis ouverte sur d'autres choses, sur des moyens d'aller mieux. Je me suis mis à apprendre à respirer. Je me suis mis à faire plein. J'ai rencontré des gens chouettes. Mais c'est surtout très égoïstement de comment je fonctionne. Les maladies sont des messages de notre corps et le résultat d'émotions qui ont été bloquées par le mental. Brigitte Rosset en est désormais convaincue. Elle a appris à exprimer sa joie, sa tristesse et surtout ses colères qui l'empêchaient d'avancer. Pour exprimer ma colère, je peux aller en forêt pour crier. Dans la voiture, des fois, fenêtre fermée aussi, on peut crier. Exprimer ses sentiments, ça veut pas dire si on est fâché contre quelque chose ou quelqu'un, se mettre face à quelqu'un et puis lui péter la figure, surtout pas. Ou alors je mets la tête dans le bain et je crie. Ce qui m'est arrivé, en fait, ce chagrin d'amour, finalement, c'était une très bonne chose. Parce que j'ai découvert d'autres choses après, ça m'a permis de sortir d'une situation dans laquelle, au fond, j'étais pas heureuse. La dépression, ça peut revenir et ça nous marque pour toute la vie. Depuis cet épisode, j'ai ma thérapie et si un jour je retombe, je suis sûre, j'ai confiance que je retomberai moins bas, moins longtemps, moins fort. C'est comme si on traverse une tempête pour la première fois et qu'on s'y attendait pas, on est complètement perdu, on n'est pas du tout équipé, on sait pas où on va. Et en fait, s'il y a une autre tempête qu'on a pu voir venir, on a le temps de se mettre à l'abri, on en a déjà fait une, donc on sait que ça va pas être drôle, mais qu'à un moment ou un autre, la tempête va passer. Et c'est rassurant, en fait. Aurélie poursuit donc sa psychothérapie et ça a l'air de fonctionner. Ni la naissance d'Eva, ni même la séparation avec le papa ne l'ont fait rechuter. Ah bah ouais, hein. Ça c'est... Aujourd'hui, elle est comment, la vie ? Aujourd'hui, ma vie, elle est belle. Vraiment. Avec le temps, je suis plus réaliste. Je pense pas guérir complètement de la dépression, mais ce que je peux attendre des traitements que je prends ou que je vais prendre dans le futur, c'est de voir la souffrance qui baisse. C'est-à-dire qu'avec une certaine dose de souffrance, je peux vivre, comme d'autres malades vivent avec leur maladie. Et puis je fais comme ça. On a un cercle d'amis très proches qui, pendant ces 4 ans, ont toujours été présents. Des gens qui faisaient aucun calcul, qui étaient là et qui étaient simplement, ils nous tendaient la main et ils nous ont jamais lâchés jusqu'à aujourd'hui.
Merci. Boire un café à la maison, c'est formidable. Ça, c'est agréable, Tu vois? La fin du long cauchemar, Jacqueline et André veulent y croire. Malgré les effets spectaculaires des électrochocs, Jacqueline habite toujours dans son foyer psychiatrique de Châteaudet, en attendant que la justice lève sa mesure de placement à des fins d'assistance. Mais elle peut enfin passer de longs week-ends chez elle, dans sa maison de Vevey. C'est pour moi aussi. Hein, Comment ça se passe, ce retour à la maison? Écoutez, j'y crois presque pas, quoi, tellement il faut que je m'y fasse, parce que... Mais moi non plus. Enfin, moi aussi, je me dis, mais... Je retrouve son humour. Elle veut tout faire. La vie a repris. Je n'attends plus qu'une chose, c'est que si ça perdure, hein, je reste toujours très prudent, mais si ça perdure, ben, j'ai envie qu'elle revienne, et puis qu'on revive, et puis qu'on ait notre vie. Voilà, et c'est merveilleux. C'est simplement merveilleux. Ce sera quoi le premier grand projet? C'est partir en Toscane. Voilà. On aimerait retourner en Toscane parce que c'est un endroit où on a été très très heureux. Au-delà de la souffrance, pour soi et pour les proches, la dépression est aussi un bouleversement existentiel. À chacun ensuite de redonner du sens à son existence.